Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de l'exposition des dessins de Cabu sur la rafle du Veldiv à Chambon-sur-Lignon. Alors si à l'Union pacifiste nous connaissons bien les dessins antimilitaristes de Cabu, dessins d'ailleurs qu'il a offerts pour les couvertures du journal pendant plusieurs années, nous connaissons moins bien justement ces dessins sur la rafle du Veldiv. Les dessins antimilitaristes, je vous signale au passage qu'ils ont été publiés une cinquantaine dans la brochure Merci Cabu, et que cette brochure est aujourd'hui épuisée, mais nous espérons peut-être qu'un jour on pourra la faire rééditer. Alors, je reviens donc à ces dessins sur la rafle du Veldiv que nous avons découverts et que Cabu a réalisé sur un événement donc historique de la collaboration en France et aussi sur le rôle de la police française dans la rafle du Veldiv. Les 16 dessins montrés par Véronique Cabu à l'historien Laurent Joly ont d'abord été publiés dans un livre, puis ils ont été exposés au Mémorial de la Shoah en 2022. Et aujourd'hui, ces mêmes dessins sont exposés jusqu'au 30 septembre 2023 au lieu de mémoire du village des Justes, Chambon-sur-Lignon. Donc vous avez le temps, bien sûr, d'y aller avant le 30 septembre 2023. L'exposition au Mémorial a rencontré un grand succès. Et sur Radio J, la directrice des affaires culturelles du Mémorial et Véronique Cabu ont présenté les dessins de Cabu. Nous les écoutons. Sophie Niane Giscard, bonjour à vous. Bonjour. Et merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice des affaires culturelles du Mémorial et en charge donc de cette exposition. C'est la première fois qu'une exposition monographique d'un dessinateur de presse est présentée au Mémorial. Qu'est-ce que ces dessins de Cabu ont de si singulier, de si particulier ? Il faut les voir, que ce soit dans le livre ou en originaux dans l'exposition, pour comprendre ce qu'ils ont de particulier. Ce sont vraiment des 16 dessins magnifiques. Techniquement, je dirais, c'est vraiment intéressant de voir. On connaît Cabu, dessinateurs de presse, sont très rapides, mais là, on est vraiment sur un dessin extrêmement fouillé,
extrêmement... Alors qui fait, Véronique et Laurent... rappellent les influences de Cabu, notamment Albert Dubout, et on voit effectivement quel dessinateur était Cabu, c'est-à-dire que ses dessins sont... alors moi je dis sur la Véronique, ils sont extrêmement pédagogiques, parce que vous savez qu'il n'existe quasiment aucune image de la rafle, et donc là tout à coup on a des images de la rafle, même si elles ont été faites bien longtemps après, en même temps elles sont faites d'après des témoignages qui ont été publiés donc dans le livre de Lévi-Tillard, et Cabu, voilà, il sait parfaitement reprendre le détail de la rue, on voit les affiches pétainistes, on voit chaque visage est différent, enfin on est vraiment, pour ceux qui ont apprécié des fictions, même comme La Rafle ou autre, là on est dans une fiction en images, complètement. Véronique Cabu, comment Cabu a-t-il accueilli en 1967 ce qu'il lit dans le livre de Lévi et Tillard? Écoutez, il l'a lu, et il dira plus tard, il me l'a toujours dit, qu'il a fait des cauchemars en l'illustrant, parce que c'était un tel choc pour lui en 67, il avait seulement 29 ans, et tout d'un coup il y avait une révélation qui expliquait ce qui s'était passé. Et comme on lui demande de l'illustrer, il est obligé de rentrer dans les détails, il est obligé de concevoir ses dessins, cette quinzaine de dessins, et il est là, il met tout son talent, toute son énergie à les dessiner pour justement rendre hommage aux victimes quelque part. Et vous écrivez dans l'avant-propos qu'il en restera marqué toute sa vie, finalement. Ah oui, tout à fait. Deux choses l'ont marqué, vraiment. C'est illustré, c'est La Rafle du Veldiv et son service militaire en Algérie à l'âge de 20 ans. 27 mois. Alors, vous le disiez, Sophie Nagiscard, à l'instant, il n'existe qu'une seule photo de la rafle, une photo d'ailleurs qui a été censurée par les nazis, c'est ce que rappelle dans le livre Laurent Joly. Dès lors, dans quelle mesure ces dessins de Cabu, ces 16 dessins, ont contribué, selon vous, à aider les Français à se représenter l'horreur absolue de cette rafle? Je pense notamment aux Français de manière générale, mais aussi aux enfants des victimes ou des rescapés qui parlaient assez peu, finalement, après le retour des camps. Véronique Cabu et Sophie Nagiscard. Je ne sais pas quel a été l'accueil finalement, quelle a été la diffusion du Candide en 1967. Là, les dessins, on les connaissait pas. Donc, lorsque Véronique et Laurent sont venus au mémorial, on a trouvé ça vraiment génial, justement, parce que en l'absence de représentation, avoir un dessinateur tel que Cabu, et puis et la qualité des dessins fait aussi que, comme je le disais tout à l'heure, leur portée pédagogique est énorme. Je peux pas dire, je crois que pour ceux que j'ai vus, il en reste quand même encore quelques-uns qui ont vu l'exposition depuis hier au moment du vernissage. Tout le monde est très ému par la représentation. Véronique Cabu sur 67, alors comment ça se passe au moment après la publication? Écoutez, j'en sais rien, je n'étais pas dans la vie de Cabu à ce moment-là, mais je sais que la conversation entre nous au moment où des moments clés, notamment au moment du discours de Jacques Chirac sur la reconnaissance de la police française, l'irréparable, j'aime bien ce terme. Et on va l'écouter, c'est prévu. Jacques Chirac, 1995, le 16 juillet, lors de la commémoration de la rafle du Veldiv. Merci. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Véronique Cabu. Bien, c'est tout à fait ça. Et je me souviens de cette conversation et Cabu en était très ému. Et moi aussi, forcément, quand cette déclaration a été faite par le président Chirac. Alors, ce que représente Cabu sur la quasi-totalité de ses planches, c'est, comme le souligne Laurent Joly, la solitude des Juifs. Ils sont généralement seuls face aux policiers français qui viennent les rafler dès les premières heures du matin, souvent avec la collaboration des gardiennes d'immeubles. Et ce qui est très fort, je trouve, Véronique Cabu, ce sont les visages des victimes tels que se les représente Cabu, leur peur, leur dignité aussi, leur angoisse sur ce qui les attend. Je pense notamment à la planche de l'autobus qui les mène soit au Veldiv, soit au camp de Drancy. Rendre un visage aux victimes, c'était la priorité de Cabu? Oui, je pense que je me demande s'il ne se met pas dans la peau des personnages.
et il se dit comment vais-je les traduire. J'en sais rien. De toute façon, quand on lui demandait comment tu fais, c'était toujours des réponses à côté de la plaque. Donc là, je pense qu'il met toute son intelligence, sa compétence. Dans le bus, là, il y a très intéressant. Il faudrait que vous le regardiez dans le livre ou à l'expo. Il y a 3 visages d'enfants. Il y en a 2 qui regardent. Ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait dans un bus? Mais en même temps, ils sont quand même des petits, donc ils sont contents d'être dans un bus, mais derrière, leurs parents, c'est juste les visages des parents montrent toute la détresse et leur solitude aussi. Sophie Nagiscard, à la fois sur cette planche, il y en a une autre aussi qui est très forte, l'enfer du Veldiv, où, et Laurent Joly le rappelle également dans les textes, rien n'est prévu à leur arrivée, ils n'ont ni à boire ni à manger, il fait extrêmement chaud, et on le sent, on le perçoit presque physiquement en regardant cette planche sur l'enfer du Veldiv. Oui, franchement, elle est vraiment incroyable, cette planche, entre les différents groupes, toutes les scènes qui sont évoquées de détresse, quoi, les mamans avec leurs enfants, les personnes âgées, les enfants aussi, je trouve, qui jouent, comme dit Véronique, on les retrouve dans le bus, on voit l'insouciance de l'enfance et en même temps la souffrance, en même temps, qui est extrêmement bien décrite. Que dire, le dessin est formidable, et puis il y a toute cette mémoire aussi visuelle de Cabu sur la structure du Veldiv, puisqu'il ne faut pas oublier que le Veldiv avait été détruit depuis presque 10 ans lorsque Cabu dessine cet intérieur, et tout ce contraste qu'il sait mettre en scène entre cet espace énorme. Donc là aussi on ressent finalement l'importance du nombre de gens qui ont été enfermés pendant 4 jours, et c'est quand même ça qui fait comprendre la détresse, c'est-à-dire vous avez 6000 personnes enfermées sans toilette, sans eau, sans nourriture, femmes, enfants, personnes âgées, les gens deviennent fous. Dans une chaleur énorme, et les gens deviennent fous, quoi. L'historien Laurent Joly, auteur du livre sur la rafle du Veldiv et commissaire de l'exposition des dessins de Cabu, nous donne quelques précisions sur cette rafle en répondant à une interview de France 3. La rafle du Veldiv, c'est une rafle qui a été organisée les 16 et 17 juillet 1942 à Paris, qui est la plus grosse opération qui a été lancée contre les Juifs dans le cadre de la solution finale. On vise 35 000 personnes et on en arrête au total 13 000, qu'on envoie soit à Drancy, pour ceux qui sont directement déportables, soit les familles, on envoie les familles dans une salle des sports qui était dans le 15e arrondissement de Paris, qui s'appelle le Vélodrome d'hiver, d'où ce nom, rafle du Veldiv. Ce drame, il est un peu tombé dans l'oubli dans la France des années 50, 60, et en 1967, un livre sort en librairie. La grande rafle du Veldiv de Claude Lévy et Paul Tillard. Cette rafle visait des juifs apatrides ou étrangers ou naturalisés récents. Cette rafle n'était qu'un des aspects de tout un programme qui devait s'étendre également aux juifs français. Cabu, qui à l'époque a 29 ans, qui est un très jeune dessinateur, qui travaille pour plein de journaux, il y a un magazine qui lui demande d'illustrer les bonnes feuilles de cet ouvrage. Ce magazine s'appelle Le Nouveau Candide. Cabu a voulu être très fidèle aux détails de ce qui était raconté. Et il a voulu rendre hommage aux victimes. Les dessins sont centrés sur les victimes et Cabu a eu le souci que chaque victime ait sa propre personnalité. Il commence toujours par le regard. Véronique Cabu dit toujours que Cabu était fasciné par Rembrandt, et notamment la manière dont Rembrandt restituait les regards. Donc Cabu commence toujours ses dessins par les yeux. Et après, il construit le reste. Donc on voit qu'en effet, chaque victime est individualisée. Chaque victime a son regard, qui est un regard de tristesse, de détresse, de désarroi, de désemparement. Donc on a là toute la gamme des attitudes psychologiques. Donc il y a d'un côté des dessins comme celui du bus, où on voit qu'il est très sensible aux détails, à restituer les détails, jusqu'à la mention service spécial. C'est comme ça qu'on appelait ces bus qui étaient réquisitionnés pour arrêter les Juifs. Mais évidemment, en 1967, Cabu ne sait pas encore que le bus restera comme le symbole de la rafle du Veldiv, puisque la seule photo qui a été trouvée par Serge Klarsfeld en 1990 représente précisément des bus qui arrivent et qui sont garés devant les vélodromes d'hiver. Et des bus très ordinaires, ce sont les bus de la RATP de l'époque, ces bus blancs et verts qui étaient très familiers dans le paysage parisien. Il n'y avait aucune image des arrestations. À l'époque, on pensait qu'on avait une photo. C'était pas la bonne, c'était une photo à l'intérieur du Veldiv, on voit des gens arrêtés, mais en fait, ce sont des épurés, des collabos, comme on disait, qui ont été arrêtés en 1944 et internés au Veldiv. Cabu a aussi le souci de frapper l'imagination avec une dimension un peu, pas imaginaire, mais où c'est plus que la réalité, c'est la réalité telle qu'elle est vécue par les victimes. Par exemple, quand on voit le dessin avec la petite fille et l'arrestation, on voit que l'homme qui est arrêté
met les mains sur la tête. Bon, les arrestations telles qu'elles se passaient, ça ne se passait pas comme ça. Là, on a l'impression d'un gangster qui est arrêté. Parce que les témoins l'ont vécu comme ça. On était arrêtés au petit matin comme si on avait été des bandits, des malfaiteurs, des malfrats. Et ce qu'on voit au premier plan, là pour le coup, est extrêmement fidèle à la réalité parce que Cabu s'inspire d'une petite fille dont la mère a été arrêtée. Alors là, on voit le père, mais en fait, c'est la mère qui a été arrêtée dans la réalité. Et son père n'est pas arrêté parce qu'il a une jambe en moins, qu'il est bardé de décorations. Et donc Cabu s'inspire d'une photo de ce père qui est allé chez le photographe avec ses 2 enfants. Lisa, la petite, elle a plus de 6 ans, donc elle porte l'étoile jaune. Les Juifs devaient porter l'étoile jaune à partir de l'âge de 6 ans. Et le petit frère, lui, il n'a pas l'étoile jaune, il a 4 ans. Donc ils vont chez le photographe et Victor Fajnberg, il écrit au maréchal Pétain. Il espère qu'en haut lieu, on va comprendre son drame. Et ce dessin, finalement, symbolise le drame des orphelins de la Shoah. On voit que cette petite fille, elle est seule, et il y a ce jeu de lumière, seule dans le noir, avec juste sa poupée. C'est certain que Cabu nous fait là un cadeau posthume qui est très touchant et qui est anormal. C'est parce qu'il a été assassiné que sa femme a décidé d'inventorier tout ce qu'il y avait, qu'elle est tombée sur ces dessins extraordinaires, et qu'elle s'est dit, il faut absolument qu'ils servent maintenant, qu'ils servent la mémoire de la Shoah, mais qu'ils servent aussi la mémoire de Cabu. Les jeunes aujourd'hui ne savent pas qui est Cabu. Ils ont évidemment entendu parler de l'attentat islamiste de janvier 2015 à Charlie Hebdo, mais ils ne font pas forcément le lien avec ce dessinateur qui est sans doute le plus grand dessinateur français du XXe siècle, qui a eu une popularité extraordinaire et qui aujourd'hui n'est plus connu des nouvelles générations. Donc c'est important de le faire connaître.
illustrer notre émission Civis Pacem sur l'exposition des dessins de Cabu sur la rafle du Veldiv, exposition qui se tient actuellement à Chambon-sur-Lignon, nous avons choisi un morceau du Kora Jazz Trio d'Abdoulaye Diabaté, musicien sénégalais. Alors, bien sûr, ce morceau est un clin d'œil à Cabu, qui, comme vous le savez, était un amateur du jazz et aussi un présentateur d'émissions de jazz sur la radio TSF Jazz. Et nous écoutons maintenant la voix bien connue de Cabu, qui raconte sur France Info comment il a pris connaissance de cette fameuse rafle du Veldiv. Bonjour Cabu. Bonjour. Vous êtes venu nous parler du Veldiv, le vélodrome d'hiver. C'est un stade parisien qui n'existe plus mais qui reste comme un symbole de la déportation des Juifs le 16 juillet et le 17 juillet 1942. La police française a arrêté plus de 13 000 personnes, dont 4 000 enfants. Elle en a enfermé environ 8 000 au Veldiv, comme on l'appelait à l'époque, avant d'envoyer ces 8 000 personnes et les autres Juifs arrêtés aux nazis, c'est-à-dire vers la mort. Quand avez-vous découvert le Veldiv, Cabu ? Moi, je l'ai découvert en 1948, j'avais 10 ans et j'avais gagné un prix de dessin, premier prix de dessin, et qui me donnait droit à une bicyclette. C'était organisé par le journal Cœur Vaillant, parce que mes parents m'avaient mis au Cœur Vaillant, ce qu'on appelait à l'époque les scouts du pauvre. C'était le patronage du jeudi, mais ce qui me permettait d'être abonné à Cœur Vaillant, cet hebdomadaire dans lequel paraissaient les aventures de Tintin. Parce que moi j'étais nourri à Tintin, et d'ailleurs j'admire toujours le trait d'Hergé et la lisibilité d'Hergé. Donc me voilà, j'ai pris le train tout seul, j'ai été réceptionné à la gare de l'Est, parce que je venais de Chalon-sur-Marne, par mon parrain, qui m'a emmené au Veldiv. Voilà. Et je ne savais pas du tout ce qui s'était passé, évidemment, quelques années plus tôt. On va en parler. Qu'est-ce que c'est que le Veldiv en 48 quand vous arrivez, petit garçon, dans ce stade parisien, tout près de la Seine ? C'était l'équivalent de Bercy, du Palais des Sports, du Palais des Congrès. Vous voyez, c'était un lieu de fête, de manifestation. Il se passait des tas de choses, aussi bien des concours de chiens que justement les 6 jours, 6 jours cyclistes, 6 jours et 6 nuits. Ils tournaient, et puis au milieu il y avait souvent un spectacle. C'était un lieu de réunion politique aussi. Ça remplaçait, je vous dis, beaucoup d'espaces qui ont été construits depuis à Paris. Vraiment un temple du sport aussi et d'abord, et notamment pour les amateurs de vélo, vous en faisiez partie. Avant que nous allions plus loin, je vous propose d'écouter un reportage de la radio. Nous sommes en 1952, le 2 novembre, précisément, en direct du Veldiv. Georges Briquet commente la course, et dans la course, ce jour-là, il y a le fameux Louison Bobet sur la piste. Attention, c'est le dernier sprint, pas tout à fait encore, évidemment. Bobet, Delédan et Dupont s'arrangent pour enfermer très gentiment, d'ailleurs, l'Espagnol Poble, mais Delédan ne tient pas le coup, et c'est maintenant pour la deuxième place, alors que Guégan triomphe pour la première. C'est Bobet qui file à toute allure vers la victoire, mais non, Poble arrive au dernier moment, et c'est Bobet quand même qui triomphe. Ça vous fait rire, Cabu? Ça me fait rire. Vous retrouvez l'ambiance du Veldiv tel que vous l'avez connu? Oui, c'est vrai que les reporters sportifs ne parlent plus comme ça, mais c'est drôle, oui. Non, il a fallu aller puiser dans les archives de l'INA, Sophie Réélan a retrouvé ce reportage de 52. Vous avez fait des tours de piste lorsque vous êtes allé chercher le vélo que vous avez gagné au Veldiv en 48? Et j'ai failli me casser la figure. J'avais droit, il fallait que je fasse un tour de piste, mais vous savez, c'était relevé pour les virages comme ça. C'était presque vertical. Donc je me rappelle avoir manqué de me casser la figure. Mais il y avait plein de monde, et je me rappelle que c'était présidé par le cardinal Feltin, qui, pendant la guerre, n'a pas été très net, il paraît. J'ai appris ça après, parce que je ne savais rien du tout de ce qui s'était passé là, évidemment, comme la plupart des Français qui ne voulaient pas en parler. Il a fallu 20 ans pour qu'on en parle. Là, dans l'histoire, dans ce souvenir de petit garçon, on est en 48, seulement 6 ans après la rafle du Veldiv. Oui. Quand avez-vous su ce qui s'était passé en 42? Écoutez, on en parlait, on évoquait ça, mais on croyait que ça s'était passé en quelques heures. En fait, ils ont passé 2 ou 3 nuits même là-dedans. Imaginez la catastrophe que c'était. On en a parlé vraiment en 1966, quand un des rares survivants, le docteur Claude Lévy, a fait un livre pour raconter ce qui s'était passé. Et il se trouve que à l'époque, je dessinais dans Le Nouveau Candide,
et on m'a demandé d'illustrer ce livre. Donc, c'est pour ça que je sais très bien ce qui s'est passé le 17 juillet 42. Mais je me demande pourquoi ce Veldiv n'a pas été fermé plus tôt. Il était fermé au tournant des années 70, je crois 69 ou 71, je me rappelle plus très bien. Mais il a commencé à être détruit un peu plus tôt, à la toute fin des années 50, mais il a fallu effectivement plusieurs années pour une reconversion du Veldiv, pour sa disparition ensuite. Mais dites-nous, Cabu, qu'on comprenne bien, parce que ça semble incroyable avec le recul du temps, quelle a été votre réaction lorsque vous avez compris que ce lieu, qui était un lieu de fête pour vous, petit garçon, avait été, quelques années avant, un symbole de l'horreur? Une tragédie, et je me suis dit que j'avais participé à... C'est pas du négationnisme, mais c'était... Je ne savais pas, mais je me suis demandé pourquoi l'histoire n'a pas été dite plus tôt. Pourquoi? Vous savez, j'ai des témoignages aussi d'anciens résistants ou d'anciens déportés même qui m'ont raconté que quand ils sont arrivés à l'hôtel Lutetia, au retour de la guerre, on voulait plus en entendre parler. C'était le début des 30 Glorieux, c'était une nouvelle époque et il fallait pas qu'ils nous embêtent avec leurs histoires de guerre, de captivité. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus goût, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine aujourd'hui, c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Après cette chanson bien connue de Jean Ferrat, je vous rappelle que notre émission d'aujourd'hui est consacrée à l'exposition des dessins de Cabu sur la rafle du Veldiv. Une exposition d'ailleurs à ne pas manquer et qui se tient actuellement à Chambon-sur-Lignon jusqu'au 30 septembre 2023. Cabu, dans un entretien à France Info, nous parle lui-même de ce lieu, le Veldiv, où s'est déroulée une tragédie humaine. Vous marchez toujours beaucoup dans Paris avec vos carnets à dessin. Est-ce que vous passez parfois, Cabu, à l'emplacement du Veldiv, rue Nélaton et au bord de la Seine, près du métro qui s'appelle Birakem?
Voilà. Vous y passez parfois? Oui, et je connais le monument qui a été inauguré par Chirac d'ailleurs. C'est le premier qui a parlé de ça dans les années 90, je pense. Vous voyez le temps qu'il faut pour qu'on parle des tragédies comme ça, je me demande pourquoi. Et la première image qui vous vient aujourd'hui quand vous pensez à ce Veldiv, c'est une image d'horreur ou c'est une image plus joyeuse? Écoutez, une image d'abord joyeuse parce que en 56, j'ai vu Cab Calloway au Veldiv. J'allais voir le spectacle Grand jazzman, Cab Calloway et son orchestre, comme on disait. Son grand orchestre, fou chantant, qui m'a vraiment... Je me rappelle toujours de ce moment où, à l'entracte des Harlem Globetrotters, on a vu Cab Calloway et un orchestre où ils se déchaînaient, où ils chantaient, ils dansaient en même temps, c'était formidable. Donc c'est vrai que dans ma mémoire, il y a la tragédie qui est mélangée à ce moment de plaisir. Et ça vous trouble encore aujourd'hui? Oui, oui. Pourquoi on m'a pas dit que j'aurais pas dû y aller, participer à cette fête, même pour me remettre un prix de dessin. Ce sont des dessins inédits de Cabu qui arrivent au mémorial de la Shoah à Paris. 16 planches à l'encre et à la gouache qui racontent la peur et le désespoir de la rafle du Veldiv, mais aussi la complicité des autorités françaises. Une commande de la revue Le Nouveau Candide en 1967. On continue à avoir jusque dans les années 80 des livres grand public, les manuels scolaires qui vous disent la rafle du Veldiv, c'est la Gestapo, c'est des soldats allemands. Mais ce livre de 1967 et ces dessins de Cabu, là où Cabu fait vraiment un choix presque militant, c'est de ne représenter que des policiers français, parce que c'est la vérité historique. Des 13 000 arrestations en plein Paris les 16 et 17 juillet 1942 aux déportations. Cabu raconte cette opération monstrueuse dans les moindres détails. Loin des croquis humoristiques dont il était le maître, ces illustrations sont alors une révélation pour le grand public qui découvre une autre version des événements. Cette exposition gratuite vise tous les publics pour ne rien oublier 80 ans après. Le 17 juillet 1942, la journée d'Arlette, 9 ans à l'époque, débute dès 6 heures du matin. Ce jour-là, elle est réveillée brusquement. Des coups violents sont frappés à la porte. Ma mère se lève, elle demande qui est là. Et on lui dit police. Des policiers français l'arrêtent avec sa sœur et sa mère. Direction le Vélodrome d'hiver. Là-bas, elle découvre des milliers de juifs entassés sans nourriture ni hygiène et pour la première fois exposés aux horreurs du désespoir. On était en bas sur ces gradins et je lui dis mais qu'est-ce que c'est qui tombe? Qu'est-ce qui tombe? Oh, elle me dit c'est rien, c'est des gens qui ont perdu du linge. Et je me suis dégagée brusquement et c'était pas du linge, c'était une personne qui se suicidait. C'est le premier suicide que j'ai vu. Par la suite, elles sont déportées dans le camp de transit de Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Mais sa mère réussit à les en sortir rapidement, prétextant une livraison de matériel pour les Allemands. Tous les autres partiront pour les camps de la mort. Aucun ne reviendra. Si je raconte mon histoire, c'est pour les 4100 enfants qui ne sont pas revenus. Si je ne le fais pas, en fait, ils mourront une deuxième fois. Ils n'ont déjà pas de sépulture. À la sortie du camp, Arlette et sa sœur ont été recueillies par une famille de fermiers jusqu'à la fin de la guerre. Son témoignage est aussi l'occasion de rendre hommage aux justes, ces Français qui, par leur courage, ont sauvé des milliers de Juifs. Chaque année, moi, je me sens coupable d'être sortie vivante de cet enfer à 8 ans et demi. Chaque année, je pleure. Serge, Lazare, Régine et tous les autres petits qui sont partis en fumée uniquement parce que nés juifs. Et je m'indigne. Rien ne s'efface. Rien ne doit s'oublier. L'oubli fait partie intrinsèque de la mémoire. Se souvenir, c'est faire acte de respect, de sagesse envers l'histoire. Il faut absolument maintenir vivante la mémoire du génocide et du nazisme. La vigilance ne doit pas être un vain mot, parce que l'oubli serait une ouverture aux révisionnistes
et aux négationnistes qui existent. À Chambon-sur-Lignon, où sont exposés jusqu'au 30 septembre les dessins de Cabu sur la rafle du Veldiv, on conserve la mémoire des heures sombres de la collaboration et de la traque des Juifs. Dans ce village où des habitants ont protégé de nombreux enfants juifs, on commémore chaque année l'engagement de celles et de ceux qui sont considérés aujourd'hui comme des justes. Nous ignorons ce qu'est un juif, nous ne connaissons que des hommes. C'est la réponse du pasteur André Trocmé au préfet qui lui annonçait un recensement des juifs. Dès 1940, le plateau du Chambon-sur-Lignon s'organise pour accueillir, cacher et sauver des enfants juifs. Il y avait des filières d'associations, aujourd'hui on dirait humanitaires, qui allaient dans les camps d'internement du sud-ouest de la France et qui s'arrangeaient pour faire sortir ces enfants des camps d'internement et conduisaient ces enfants, par exemple de Gurs, qui est un camp d'internement dans le sud-ouest de la France, jusqu'au Chambon par le petit train. Au début de la guerre, Gabrielle Barrault avait 18 ans. Elle tenait avec sa mère cette auberge où elle cachait des enfants et fabriquait de faux papiers. En 1943, elle doit se rendre dans le bourg voisin, alimenter un réseau de résistants. Elle grimpe alors dans le train. J'ouvre la porte avec ma valise, il n'y avait qu'une personne dedans, c'était un Allemand. Il m'a pris ma valise, il me l'a mise dans le filet, j'avais la trouille. Mais ça s'est bien passé, arrivé à Rocoul, il a descendu ma valise et je suis partie. Alors que disparaissent les derniers témoins, un lieu de mémoire a ouvert ses portes en juin 2013. Le seul lieu en France entièrement dédié à la transmission de l'histoire des Justes. Nous sommes en janvier 2015, jour du 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz. En 1940, Gabriel Hérault a pris le maquis. En 1944, il poursuit les derniers nazis présents dans la région du Chambon. Eh bien, on chassait le nazisme, c'était une horreur. On savait qu'on voulait combattre le grand mal qu'on appelait. Parce que c'était le grand mal, hein. Fallait assister. J'ai assisté à des opérations qui n'étaient pas très... Je ne peux pas le raconter. C'est un peu trop dur. En 1990, les habitants du Chambon-sur-Lignon et des communes voisines ont été collectivement honorés par Yad Vashem. Car ici, il n'y eut jamais de dénonciation et tous participèrent au sauvetage. Dans une émission Civis Pacem précédente avec Annick Moreau du MIR, c'est-à-dire le Mouvement international de la réconciliation, nous avions évoqué justement la figure du pasteur Trocmé. Alors je vais vous faire réécouter d'ailleurs ce qu'elle disait au sujet justement de l'action des protestants à Chambon-sur-Lignon. On va revenir un peu sur André Trocmé, parce que bon, j'aimerais bien qu'on évoque encore l'histoire de Chambon-sur-Lignon, que les gens connaissent bien, mais ils ne savent peut-être pas quelle est l'origine, quelle est la personne qui s'en est occupée. Alors Henri Trocmé, vous pouvez nous en dire un mot? Alors oui, André Magda Trocmé, parce que Magda il a épousé donc une dame d'origine italienne, et qui était une forte femme avec beaucoup de tempérament. Lui aussi, mais il était plus réservé. Et donc, il a été rédacteur des Cahiers de la Réconciliation, on dira peut-être deux mots après, et membre donc du comité du MIR pendant longtemps. Et puis donc il s'est retrouvé en 1939, il était là, pasteur au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, et donc c'est un village où il y avait des sanatoriums et des colonies de vacances d'enfants, et aussi un mouvement, il y avait la CIMAT des femmes là qui travaillaient auprès des enfants, etc. Et puis il y avait la paroisse protestante avec beaucoup de protestants. Il y a aussi, c'est un coin où il y a aussi des darbistes.
Mais lui, il était donc pasteur de l'Église réformée de France, au Chambon-sur-Lignon. Et donc, ils ont tous caché des enfants pendant longtemps. Et des enfants, et puis quelquefois, ils ont gardé dans ces colonies de vacances, chez les paroissiens, et ils les cachaient. Et puis, ils en faisaient passer en Suisse également. Et donc, et je dirais toute la guerre, André Trocmé, lors des prêches du dimanche, il a soutenu toute la communauté, même au-delà de la communauté. Et puis, il a créé, donc au Chambon-sur-Lignon, un lycée international avec des méthodes éducatives qu'on dirait très ouvertes, avec le pasteur Thaïs, oui, également, que lui, je l'ai bien connu, je l'ai connu. Et puis, et donc, ce collège international était fondé sur la responsabilité des enfants, responsabilisation des enfants, des méthodes non-violence d'éducation, voilà. Et c'était très très ouvert. C'est un collège qui a reçu énormément d'enfants, jusqu'à les années 2000, des enfants quelquefois en situation de précarité affective, puisqu'il y avait des enfants de personnes assez plus qu'aisées. Oui. Et voilà. Mais je crois que quand même à Chambon-sur-Lignon, chaque année, il y a encore on peut pas appeler ça des commémorations de tout ce qui s'est passé justement pour sauver ces enfants juifs qui étaient très nombreux, je crois, finalement. Ils étaient très nombreux, oui. Et c'est il y a tout un mémorial, c'est pas un mémorial, parce que le Chambon c'est un village qui a été classé juste parmi les nations, et ainsi que les Trocmés, ainsi que beaucoup de membres de la CIMAD, etc., qui ont essayé de sauver tous ces enfants. Donc c'est un village qui a été classé juste parmi les nations. Et donc il y a un musée. Et ce musée du Chambon, pour essayer qu'il ne disparaisse pas avec l'histoire qui passe, a été rattaché l'année dernière au mémorial de la Shoah. Donc c'est une association plus costaud, et donc le mémorial de la Shoah de Paris s'occupe aussi du musée du Chambon-sur-Lignon. Et c'est dans ce musée que sont exposés les dessins de Cabu jusqu'au 30 septembre. Alors dans un journal local, on peut lire la présentation de cette exposition. Sophie Nagiscarde, directrice des affaires culturelles du mémorial de la Shoah, a réalisé la scénographie de cette exposition. Elle conseille de démarrer par la découverte de la reproduction, la lecture des informations avant de passer à une exploration plus fouillée de l'œuvre originale, fourmillante de détails. L'historien Laurent Joly a rédigé des textes courts, efficaces, pour accompagner le cheminement du visiteur. Divers documents facilitent la compréhension de cette page sordide de l'histoire de France. Ainsi, ce courrier sidérant à l'intention des équipes de la police française pour les arrestations, listant avec force précision les affaires que chaque juif devra emporter avec lui, spécifiant que les animaux devront être confiés au concierge. On t'amènera devant une vieille caserne, tu entreras par la petite poterne. À ce moment-là, mets ton drapeau en berne, t'auras déjà le bâton dans ta giberne. Fous pas ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Pas
ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras jusqu'au cou. On proposera une paire de godasses, des godillots ou bien des patogasses. Il suffira que ton petit doigt y passe, tu seras déjà un début de bidasse. Fous pas ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Pas ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras jusqu'au cou. On te foutra une veste militaire, un bout de treillis pour cacher ton derrière, et derrière toi on claquera la portière. À ce moment-là, plus de machine arrière. Fous pas ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Pas ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras jusqu'au cou. On te collera un fusil dans les mains, on t'apprendra à faire le pantin. Et même si tu te crois le plus malin, on t'amènera à tuer des copains, comme si c'était de vulgaires lapins. Fous pas ton pied dans cette merde, c'est une vraie histoire de fou. Pas ton pied dans cette merde, ou bien t'y passeras jusqu'au. Après cette chanson d'Yves Branelec enregistrée sur un vieux disque un peu rayé, nous précisons que Yves Branelec était acteur dans le film sur la guerre d'Algérie Avoir 20 ans dans les Aurès. Il y tenait d'ailleurs le rôle de l'instituteur. Et maintenant nous revenons à Chambon-sur-Lignon où se tient l'exposition des dessins de Cabu sur la rafle du Veldiv. Une visite du village de Chambon-sur-Lignon est organisée par Claire Abel pour nous faire découvrir les lieux qui ont servi de refuge non seulement aux enfants juifs pendant la guerre mondiale, mais aussi aux réfugiés d'aujourd'hui. Les protestants ont eu énormément de force, qu'ils ont transmis de génération en génération, puisque là, au XXIe siècle, nous avons toujours des réfugiés. Dans la classe de ma fille, il y a 2 ans, 5 nationalités différentes. Ce sont des sans-papiers. Des sans-papiers qui sont accueillis sur le plateau, et c'est ce qui est important finalement. On parle de la guerre, je veux dire, qu'est-ce que nos aïeux nous ont appris, qu'est-ce qu'ils nous ont transmis. On ne demande pas de quelle religion ils sont, de quelle nationalité, peu importe, ce sont des enfants avant tout. Comme André Trocmé le disait pendant la guerre, ma foi, qui est juif, qui ne l'est pas, on s'en fiche, hein, ce sont des enfants avant tout. C'est ici au Chambon-sur-Lignon qu'Éric, Ruth, Lucien et bien d'autres enfants ont été protégés, eux et leurs familles, durant la Seconde Guerre mondiale. Claire Abel-Souvigné nous fait revivre à travers une déambulation dans les rues du Chambon ce qu'il en a été de cette vie au temps du refuge, de cet héroïsme au quotidien et de cette résistance spirituelle plurielle. Pendant 5 longues années, des enfants venus de tous les coins de France trouvèrent ici la paix, le refuge, la santé. Certains d'entre eux étaient traqués par la police ou la Gestapo. En tout cas, tous y furent en sûreté. Et tous y rencontrèrent la chaude sollicitude de quelques grands cœurs. Je suis Claire et nous sommes au Chambon-sur-Lignon devant ce lieu symbolique qui est la gare du Chambon où arrivaient les enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. On est vraiment dans un pays d'accueil, de sauvetage et cela depuis toujours. On peut remonter au XVIe siècle. Nous sommes en territoire protestant, terre d'accueil par excellence, dès le XVIIe siècle, le XVIIIe, le XIXe, avec Auguste Comte, ce pasteur qui faisait venir les enfants issus du bassin minier de Saint-Étienne, les enfants à la montagne, puis nos premiers réfugiés, les républicains espagnols, et trouvaient ici enfin un peu de repos. Ils arrivaient en culotte courte, en chemisette, et de l'angoisse plein les yeux. Je vous emmène chez Tante Soli, donc une des maisons d'enfants du Chambon. Mais Tante Soli, c'est un lieu symbolique en plein village du Chambon. Et Tante Soli, vous verrez, il y a une histoire tout à fait extraordinaire. Solange, dit Tante Soli. Tante Soli, Solange, c'était son nom d'emprunt.
Solange et Émile Sèche sont deux Stéphanois qui s'installent au Chambon-sur-Lignon. Émile est juif, Solange est d'origine protestante et ils fondent cette maison d'accueil qui a sauvé donc plusieurs dizaines d'enfants juifs. Le réfectoire était au rez-de-chaussée. Donc c'est ici où les enfants prenaient leur repas. Le premier étage, le dortoir des filles et le deuxième pour les garçons. On voit une fenêtre au deuxième étage avec un volet blanc. Et par là, les enfants juifs, les garçons, ils jetaient des boules de neige sur la sentinelle allemande qui était devant l'hôtel du Lignon. Et la sentinelle reste impassible. Ces officiers allemands n'ont jamais dénoncé les enfants de Tansoli. Donc là, c'est un des mystères du plateau. Voilà. Et puis aussi, ça montre bien l'humanité aussi de certains officiers, certains soldats de la Wehrmacht. Tous, et loin de là, n'étaient pas des nazis. Nous sommes en plein cœur du village. Ici, il n'y a rien de très joli, mais je dirais l'ambiance était tout à fait particulière pendant la guerre. L'hôtel central, où le petit garçon, qui avait 15-16 ans à l'époque, avait toujours une oreille attentive. Papa, j'ai entendu des soldats allemands qui parlaient de quelque chose, mais je n'ai pas bien compris. Voilà, donc tout le monde était bienveillant, tout le monde était à l'écoute. Et pourtant, Magda Trocmé, l'épouse du pasteur, nous dit qu'il n'y avait rien d'organisé. Là, nous acheminons vers le presbytère, qui est un haut lieu d'accueil, je dirais, de résistance. C'est la demeure des pasteurs depuis toujours, et notamment, je dirais, l'habitation du pasteur André Trocmé, de son épouse Magda et des enfants. Les gens n'avaient pas le sou, à l'époque, quelques moutons, une vache. Mais on va dire qu'ils suivaient peut-être les commandements du Père ou les prêches des pasteurs qui étaient très engagés les dimanches. Un mois après la terrible rafle du Veldiv, les pasteurs des églises évangéliques, les pasteurs des églises réformées ont des prêches très engagés le dimanche matin. Il faut sauver, il faut protéger tous ceux qui viennent à nous. Je vous engage à le faire. Et l'engagement, voilà, était là. On prête sa grange pour 1 ou 2 nuits, une paire de sabots, un bol de soupe. Voilà, c'était des petites choses, mais en tout cas des petites choses qui ont fait des grandes choses et qui ont permis de sauver des centaines de réfugiés. Je vous emmène au presbytère, qui est tout proche et qui est finalement en plein village du Chambon. Magda Trocmé, donc la fille d'André Trocmé, le pasteur, qui est toujours en vie, qui a 93 ans, qui habite aux États-Unis, et qui me dit « Écoute, c'est 10 h du soir, Claire, on est en février 42, moi j'étais dans mon lit, maman faisait des travaux de couture et papa écrivait. Et la cloche du presbytère va retentir à 10 h du soir en février. Ce sont 2 gendarmes français qui viennent arrêter le pasteur. Que faire? Magda, elle va inviter à souper à 10 h du soir les Français qui voilà, vont se restaurer. Et pendant ce temps, plusieurs paroissiens vont accourir ici pour essayer de tenter de sauver le pasteur. Il va être interné, donc emmené à Saint-Paul-des-Geaux avec l'instituteur du Chambon. Et les paroissiens vont amener au pasteur une boîte de sardines, quelques biscuits, un carré de chocolat sorti de je ne sais où, et même un rouleau de papier hygiénique. Et quand le pasteur a voulu l'utiliser, un des paroissiens avait écrit quelques versets bibliques. Nelly me disait aussi que bien souvent, quand ils étaient endormis, on frappait à leur porte. Aidez-nous, sauvez-nous. Et ils n'avaient souvent qu'un seul bout de papier, presbytère protestant du Chambon-sur-Lignon. Donc c'est vraiment un lieu d'accueil, de sauvetage, de refuge, tout à fait symbolique, cette porte du presbytère. On y sent encore, je dirais, ces âmes bienveillantes. Donc là, on va s'approcher du bas du village où on ne va pas trouver de vestiges, mais on va trouver une ambiance particulière. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, un tout petit peu plus bas, il y avait un temple. Donc nous descendons dans le vieux Chambon. Il faut savoir qu'en bas de la rue, il y avait le creux du temple. Nous sommes en 1604, au début du XVIIe siècle. Un temple modeste, en bois, est érigé. Malheureusement, ce temple va être détruit, incendié, avant la révocation de l'édit de Nantes. Voilà, donc les persécutions ont commencé bien avant
Certains de nos pasteurs sont envoyés aux galères. Certains bébés sont arrachés à leur maman. Mais on dit que les protestants ont courbé l'échine, mais non, pas tant que ça. Ils ont eu énormément de force qu'ils ont transmis de génération en génération, puisque là, au XXIe siècle, nous avons toujours des réfugiés. Dans la classe de ma fille, il y a 2 ans, 5 nationalités différentes. Ce sont des sans-papiers. Des sans-papiers qui sont accueillis sur le plateau. Et c'est ce qui est important finalement. On parle de la guerre, mais je veux dire, qu'est-ce que nos aïeux nous ont appris, qu'est-ce qu'ils nous ont transmis? On ne demande pas de quelle religion ils sont, de quelle nationalité, peu importe, ce sont des enfants avant tout. Comme André Trocmé le disait pendant la guerre, ma foi, qui est juif, qui ne l'est pas, on s'en fiche, hein, ce sont des enfants avant tout. Après avoir entendu la présentation de l'exposition des dessins de Cabu sur la rafle du Verdive à Chambon-sur-Lignon, et après avoir parcouru le village des Justes, je vous invite, pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu voir l'exposition mémoriale de la Shoah à Paris, de vous rendre à Chambon-sur-Lignon pour découvrir ces dessins très rares et très beaux et très particuliers de Cabu. Et pour revenir au Cabu antimilitariste que nous connaissons bien à l'Union pacifiste, je vous propose d'écouter pour terminer cette émission un montage de quelques interventions de Cabu dans différentes émissions de télévision et de radio. Ces interventions ont été recueillies sur le site Mediapart. Je trouve ça des lettres d'injures, souvent, mais c'est anonyme, ça commence par Monsieur Mohamed Ali Cabu. Ça c'est le péniste qui m'écrive. Qu'est-ce que vous voulez montrer là? Toujours le golf, c'est la roue de la fortune, nouvelle manière, avec les cercueils qui tournent, au hasard la chance. Le golf toujours très inspiré, même si cette guerre se termine bientôt, alors est-ce que la Grosse Bertha pourra poursuivre sa diffusion? Est-ce que vous pourriez accueillir Cabu au Figaro, Gisbert? Je ne sais pas, c'est plutôt à lui qu'il faudrait poser la question. Oui, mais évidemment, il y a des dessins extrêmement drôles de Cabu j'aimerais volontiers publier au Figaro. Oui. Mais pas dans la page 2, hein, vous ne mettriez pas dans la page 2. Hein. Surtout à côté du courrier des lecteurs, je ne sais pas si vous voyez le courrier des lecteurs, 3/4 de le péniste. Comment vous pouvez supporter ça? Ah si, ah si, faites le compte, vous verrez. Ouais. Mais vous êtes d'accord, vous pensez aussi qu'on a le droit de censurer, enfin, quand on dirige un journal... Vous avez le droit de faire un choix, quoi. On a le droit de faire un choix. Mais ne mettez pas de côté toujours les mêmes thèmes, c'est-à-dire la mort, l'armée, la religion, vous voyez? Parce que voyez-vous, dans ces dessins, il y a pratiquement, je crois, aucun que j'aurais aimé publier. Peut-être un ou deux. C'est bien, parce que si j'avais eu une bonne critique du Figaro, je me serais dit, merde, je me suis planté. Hein. Alors ça, ouf. C'est le personnage qui embête tout le monde, qui n'a aucun doute. Alors lui, il a que des convictions, et il représente le bon sens français, mais il se rend pas compte qu'il est complètement manipulé, quoi. Le bon sens va toujours dans le sens de l'idéologie du moment, dominante, comme par hasard. Il est partout chez lui, quoi. À l'aise. Il est à l'aise. Il est à l'aise dans cette société. Les centrales nucléaires, il en faut. L'armée, tous les pays en ont. C'est pas vrai. Il y a un pays qui n'a pas d'armée. Lequel? Le Costa Rica. Ouais. Et l'Islande. Mais enfin, ils ont une base de l'OTAN chez eux. Bon. Je constate que cette France profonde-là n'a rien empêché du tout. Ils ont adhéré au modèle américain tout à fait. Ils vont dans les supermarchés. Et donc, c'est un personnage négatif, parce que il ne sert à rien. Il sert à rien pour conserver ce que j'aime, moi, par exemple. Parce qu'il y a des choses que j'aime dans la France profonde. Quoi? Eh ben, tout ce qui n'est pas encore bétonné, par exemple. Moi, je suis un passéiste, sûrement. Oui. Vous êtes un passéiste? Sûrement, parce que... Oui, mais alors, être passéiste, c'est être contre les centrales nucléaires, contre l'armée, qu'est-ce que vous voulez? Oui. Parce que le beauf aime le progrès. Ah oui, alors il veut surtout pas être en retard d'un progrès, alors il avale tout. Oui. Les chasseurs sont des beaufs. Oh, vous n'aimez pas les chasseurs non plus? En première ligne. Ah bon? Ah oui. Ah, évidemment. Juste après les militaires. Ah bon? Oui. Parce que, ça c'est Cavana qui dit ça, c'est quand même extraordinaire, que les animaux, eux, ils ne défilent pas pour regarder passer un défilé de lapins, par exemple, avec des couteaux. Et nous les hommes, on fait ça. On a défilé le 14 juillet,
avec nos armes, avec ce qui va servir à nous détruire. Non, ça vous choque pas? Non, non, je vous écoute, moi. Il faut dire que Charlie Hebdo n'est possible que dans très peu de pays, dont la France. C'est vrai. Mais c'est pour ça, moi je défends certains trucs de nos institutions, par exemple. On a arraché toutes ces libertés et il faut faire attention de les conserver. Et je crois que c'est le rôle de Charlie Hebdo, quand même. Mais vous assumez tous les dessins? Dans ce livre, hein? Oui. Parce que moi j'aime beaucoup Cabu, mais c'est vrai que certains de ses dessins, ici, là, sont limites. On comprend très bien qu'ils aient été, comme il dit, interdits. Hein? Mais vous savez, moi je trouve que je suis encore très gentil parce que avec tout ce qu'on nous ingurgite tous les jours, avec tout, dans ce monde dans lequel on vit, dans lequel je vis, je trouve que je suis en dessous de ce que je devrais être. Je fais un métier de provocation, c'est sûr, de réflexion. Vous pourriez être encore plus méchant. Ah oui, je trouve que... Vous n'êtes pas assez. Ah oui, je suis pas assez méchant, oui. J'ai toujours envie de rigoler et de me venger. Finalement, j'ai un mauvais fond, je crois. Parce que je dessine pour me venger de tout ce que j'entends, de tout ce que je vois. Un dessinateur, c'est un clown, c'est un bouffon à qui on permet de temps en temps de dire la vérité, mais surtout de faire rire, quoi, c'est ça. Est-ce que le monde est toujours aussi noir que ces dessins? Non, c'est pour qu'ils ne deviennent pas aussi noirs que je leur présente comme ça, je crois. Étant écolo, je pense que on va normalement, on va bientôt crever, quoi. J'en suis persuadé, et ça se rapproche, hein. C'est vrai, t'en reviens pas toi non plus? Eh ben moi non plus. Cabu s'est réveillé, il est avec nous aujourd'hui. C'est gentil de venir, Cabu. Pour faire le métier que je fais, il n'y a pas d'école, mais enfin... j'ai commencé par faire un journal au lycée. Mais disons, tout de suite, dès le départ, tu dessinais tout le temps. Oui, à l'école, c'est ce que tu faisais, non? C'est traditionnel, quoi. Dès l'âge de 12 ans, j'avais envie de faire des dessins dans les journaux. Dans les journaux? Oui, parce que quand j'étais petit, il n'y avait pas encore de télévision, tu vois. Il y a longtemps, alors. Enfin, c'était les débuts de la télévision. Alors, j'ai fait un petit journal où j'étais le rédacteur en chef. Je le distribuais, je le vendais, tu vois. Je faisais tout. Et je faisais une page de dessin pour passer mes dessins. Oui, c'est le moyen d'avoir ses propres dessins dans un journal, je veux dire. Et après, à 15 ans et demi, je suis allé voir le rédacteur en chef d'un journal régional qui s'appelle l'Union de Reims. Et ils m'ont passé des dessins. Au début, un par semaine, puis après, j'en avais presque chaque jour. J'ai appris à dessiner là. J'allais au conseil municipal, je faisais des caricatures des... Déjà? Déjà, oui. À 15 ans? Oui, à 15 ans, oui. C'est assez surprenant, quand même. Alors, à partir du moment où t'es imprimé, tu vois tes défauts, tu vois mieux tes défauts, parce que les dessins sont réduits, tu vois. C'est vrai, je suis parti à 20 ans en Algérie, en 58, je connaissais rien à rien, et je suis revenu, j'avais quand même compris quelque chose de la vie politique, et peut-être pas internationale comme vous disiez, mais je suis resté antimilitariste en tout cas, c'est vrai. J'ai trouvé aucune camaraderie, sinon la camaraderie que donne que procure la boisson, la phallocratie, enfin tous les excès, tous les vices humains sont révélés et sont d'ailleurs, si vous voulez développés dans une caserne. Alors, vous n'allez pas me dire qu'à la caserne, vous avez trouvé une amitié, vous avez trouvé des gens qui pensaient comme vous, et qui c'était ça l'amitié, comme ça. On nous désigne toujours un ennemi. Mais là, je voudrais demander au capitaine, justement, Lamarre... Demandez-lui, c'est une bonne occasion. Si vous aviez l'impression, en Indochine, de défendre la patrie, est-ce qu'il y avait une agression aux frontières de la France? Vous étiez à 10 000 km de la France, je ne comprends pas ce que vous faisiez en Indochine. D'abord, monsieur Yabu, moi je n'ai pas été en Indochine. Ah bon, je n'avais pas l'âge de l'Indochine. C'est un roman? Ah oui, c'est un roman. C'est un roman. Parce que je n'étais pas sursitaire, je suis parti vraiment à 20 ans, en mars 58, et je suis parti en civil, on était tondus en arrivant et habillés en militaire, et là j'ai fait mon instruction civique, si tu veux, là-bas. J'étais bête parce que je dessinais dans l'Union de Reims, mais ce qui n'était pas un journal engagé, si tu veux. Et c'est vraiment en Algérie que j'ai compris que, malheureusement, j'avais participé, malgré moi, à la dernière guerre coloniale, quand même, c'est vrai. J'ai tué personne, par chance. Alors voilà, t'étais là, t'avais quel âge à peu près? Ben, j'avais 5 ans, là. 5 ans? Oui. T'étais mignon, t'étais tout beau, dis donc. Tu te teins les cheveux? Ben non, j'étais blanc, c'est vrai. Bon, ça, c'est la tête qu'on connaît, hein. Un peu plus jeune, mais pas tellement. Oui. Et t'as été militaire? Oui, j'étais militaire, là. Ah ben, c'est pas mal avec les cheveux courts. Le plus mauvais souvenir de ma vie. Bon, puis là, on le connaît.
Ça, c'était une émission sur le Canada. Tu te rappelles, il y avait les Indiens sur le plateau. Oui. Il est émouvant de réentendre dans ces extraits d'émissions de Bernard Pivot et de Dorothée le rire de Cabu. Dans la brochure Merci Cabu, éditée par l'Union pacifiste, j'avais intitulé d'ailleurs mon article « Le rire de Cabu ». Ce titre a été repris pour la belle émission des œuvres de Cabu en 2020 à l'Hôtel de Ville de Paris. Malheureusement, la pandémie de Covid a interrompu cette exposition quelques jours après son vernissage. Mais les mêmes dessins de Cabu ont été exposés ensuite en 2022 à Toulouse et à Montpellier. On peut voir également à Châlons-en-Champagne, dans la ville natale de Cabu, à la Duduchothèque, de nombreux dessins de Cabu et aussi sa voiture qui vient d'y être transportée. Voiture de collection, bien sûr, que seul Cabu pouvait conduire. Ah, elle est belle, ma voiture. Elle est belle, ouais. J'avais jamais vu filmer comme ça, c'est formidable. Ah oui, c'est bien fait. Hein. Tu es content qu'on l'ait filmé? Ah oui. Voilà. Si vous pouvez me donner la cassette. On n'a pas de mérite à être à être souriant dans la vie parce que on fait sa psychanalyse toute la journée dans nos dessins. Ce qui nous permet quand même de souffler après, tu vois, quand c'est vrai que tu dis beaucoup de ce que de ce que tu penses dans tes dessins. Enfin, le rêve, c'est ça. Donc après, tu peux être de bonne humeur. Tu peux être de bonne humeur. Une fois que tu t'es défoulé en dessinant, voilà, on se défoule. Oui, c'est vrai. Bon. On doit pouvoir rire de tout. C'est une défense aussi. C'est pas parce qu'on est sans cœur. C'est parce que tu te défends. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais que tu vas mourir un jour, et en attendant, tu essaies de passer le temps le plus agréablement possible. C'est tout ce que tu peux faire. Donc, et si je te dis, si j'ai le cancer un jour, il faut que je rigole avec le cancer. Ça sera une défense. Je sais pas si je saurais, remarque. Quand il boit du champagne, ça lui monte vite à la tête. Et à ce moment-là, on lui fait chanter Charles Trenet, comme toujours. Il connaît tout Charles Trenet par cœur. Alors, je me souviens d'un soir, à l'époque, des débuts d'Harakiri, où il nous a chanté tout Charles Trenet debout sur une table. Sans cela, je n'ai pas que des bons souvenirs. On a partagé des souvenirs tristes avec Cabu. On n'a pas eu que des joies, on a eu pas mal de peines, on a eu des morts, on a eu des faillites, on a eu des interdictions, et tout ça on l'a partagé aussi. Et c'est ça qui fait l'amitié. Ça, c'est un ami de toujours, parce que c'est vrai qu'on était ensemble au début d'Harakiri en 1960. T'as qu'à voir, lui il revenait du service militaire et moi aussi. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était pas très brillant. Et Volinsky, j'aime beaucoup parce qu'en plus c'est un des types les plus drôles dans la vie. La plupart des dessinateurs sont pas drôles dans la vie parce que bon, je te dis, c'est les dessins qui sont intéressants. Mais lui, il pourrait, quand ça marchera plus, il pourra faire un numéro de cabaret, oui. À Venise, ville exquise, j'arrivais pour le carnaval. À l'auberge de la Berge, je chevauchais mon cheval. Et fantasque comme un masque, j'ai couru droit au corso, en chantant dans la bourrasque ce refrain de Caruso. Quand j'étais jeune en dette, en dentelle, en bonnet pétard, je pensais pour voir ma belle à travers cheminées et placards. Dans la rue, la cohue, une belle signorina me fait signe qu'elle est digne d'entrer dans la danse avec moi. Je l'emporte à demi-morte, elle tombe dans mes bras, et sa mère en colère nous menace et crie là-bas. Ramenez-moi donc ma fille, cavalier, chevalier du guet. Je suis veuve et sans famille, je suis vieille et je suis fatiguée. La bonne vieille, tout en larmes, va se plaindre au carabinier. Elle explique à des gendarmes que sa fille est partie à pied. Mais c'est là, sont des masques, en gendarme déguisé. Sous le char de la Tarasque, il ne pense qu'à s'amuser. Il l'entraîne dans la ronde, lui rabattent les jupes sur le nez. Ils lui disent qu'elle n'est pas blonde et font mine de l'assassiner. Une danse, ça commence, on ne sait pas non quand ça finit. Une belle ribambelle peut durer la vie de la nuit, surtout quand... Nous, les dessinateurs, on n'a jamais d'ennui avec les hommes politiques. C'est toujours les militaires, les religieux. Oui. Vous avez eu plusieurs procès pour antimilitarisme déclaré. 6 procès. 6 procès avec l'armée. Ni l'un ni l'autre n'étions des communistes à aucun moment de notre vie. Donc on n'a rien, on n'a pas de
rien à prouver, on n'a pas de vieilles... De vieilles images à effacer. C'est ça. Bien sûr. Ni de vieux regrets. Ça n'a jamais été notre idéal, notre modèle du RSS, donc on regarde ça tranquillement. Oui. Oui. La solution pour arrêter le baron noir, c'était de remettre King Kong. Oui. Qui ressemble fortement au ministre Antaria. Actuellement au chômage, mais qui va reprendre de l'activité. Comment voulez-vous l'insécurité recule, comment voulez-vous que je vous en parle? Cabu, c'est de l'enquête. C'est plus une démarche, je dirais, journalistique. Oui, c'est vraiment, on prend un problème, on va dans un village ou dans une ville et on enquête. Et au lieu de faire un article écrit ou un reportage de télévision, comme nous en verrons un tout à l'heure, vous faites une enquête par dessin. C'est ça, oui. Alors ça donne la France des beaufs. Si je veux dire, c'est pas tellement réjouissant non plus pour les 53 millions de Français, la France des beaufs. Qu'est-ce que vous voulez, c'est mon guide à moi, c'est le guide de l'été, quoi. Évidemment, il y a un parti pris, j'ai pas cherché les... Donc si on vous suit dans votre guide, on va se retrouver tous à passer nos vacances au pied de centrales nucléaires. Ben, vous savez, il reste plus beaucoup d'endroits où il n'y a pas de centrale nucléaire, à peu près que le Massif central. Oui, mais là, il y a des manufactures d'armes. Oui. Comment procédez-vous pour ces enquêtes Vous savez, je contacte les lecteurs de Charlie Hebdo. Je crois qu'on a la chance... Vous avez des informateurs, alors? Oui, de travailler dans un journal où on a des relations un peu plus privilégiées que dans les autres journaux, je crois. On finit par connaître nos lecteurs. Et souvent, c'est eux qui m'envoient un petit mot en me disant « Tu devrais venir dans mon coin, il y a une usine d'armement où on est en train de construire une centrale nucléaire. » C'est un dessinateur qui a besoin d'un seul regard pour stocker tout de suite tout ce qui va dans sa tête. Je l'ai vu un jour dessiner avec la main dans la poche et il nous a sorti un beau petit croquis qu'il avait dessiné en ayant le stylo dans la poche. Il massacre à peu près tout ce qui bouge. C'est un peu notre maître à tous. Alors Jean, qu'aurais-tu aimé faire si tu avais été incapable de dessiner ou si tu n'avais pas pu dessiner? Je peux te répondre, j'aurais voulu être ou Cap Calloway ou Charles Trenet. Ouais. L'un ou l'autre. Oui. Plutôt Charles Trenet, j'ai l'impression. Quoique non, pour faire Charles Trenet, il faut écrire les chansons d'abord, tandis que Cap Calloway ne composait pas ses chansons. Et demain, chantez-les, mes chansons, qu'elle garde ta foison, la joie dans votre maison. Mais je crois pas ça, tu dessines la main dans la poche? Oui, alors ça c'est pour faire des reportages. Quand vous êtes devant un CRS, parce que j'avais fait ça devant un CRS, et j'avais mon manteau, et c'est vrai que j'ai dessiné sa tête dans ma poche. Avec un petit crayon comme ça, tu peux très bien. Étonnant quand même, ouais. Alors tu prends, c'est un peu un crayon sur oui. Et dans ta poche, surtout ta poche de manteau, oui. Tu peux prendre de la sténo, hein, tu prends le nez comme ça, même si ça colle pas, après tu reconstitues. Ce qui est important, c'est d'avoir l'œil et le nez, quoi. Ça. Parce que aussi, il faut dire que je faisais partie du contingent et ils se méfiaient du contingent quand même. Et quand nous étions ce qu'on appelle en opération, on entourait, tu vois, on faisait un grand cercle comme ça de 5 km de rayon. Et on était censé tirer sur tout ce qui fuyait. Mais on n'a jamais vu de fuyards, parce qu'au milieu de cette zone, là, on voyait de la fumée, et c'était les paras et les légions qui étaient aéroportés et qui faisaient des prisonniers ou qui n'en faisaient pas. Voilà. Donc ça a duré 27 mois, c'était très long. Mais là aussi, j'ai connu l'adjudant Cronenbourg. Il existait, il ne s'appelait pas Cronenbourg, évidemment, mais il était quand même bourré à 10 h du matin. Et on dépendait de lui, Et surtout ceux qui s'appliquaient à être des bons tireurs, tu sais, comme à la kermesse ou à la fête à Neuneu. Il fallait surtout pas être bon au tir parce que tu étais envoyé comme éclaireur de pointe, ça veut dire la nuit quand tu partais en opération, tu étais le premier tué en cas de comment ça s'appelle, d'embuscade, tu vois. Cette période a été évidemment très, très marquante. Après, tu rentres en France et tu travailles pour différents journaux. Tu as travaillé pour Le Figaro, d'ailleurs. Tu faisais des dessins lors de... avant, oui. Hein, avant R100. Hein. Ouais, j'aurais jamais travaillé, oui. Non, bien sûr. Parce on est là au tout début des années 60. Et tu travailles notamment, tu fais des croquis de procès. Hein, voilà. Et puis tu fais des croquis aussi sur la vie parisienne. Voilà. Figure-toi que j'ai succédé dans le Figaro Spectacle, les pages spectacle, à Sénep,
qui était parti. Et pendant 2 ans, j'ai fait des croquis de théâtre. J'aimais bien d'ailleurs. Et puis, ils m'ont fait faire des dessins pour le procès Ben Barka, que j'ai suivi pendant 45 jours. J'assistais à tout. Et le soir, j'allais porter mes dessins à la rédaction. En revenant du service militaire en Algérie, j'ai eu la chance de rencontrer Fred qui m'a présenté à Cavana et ça s'est enchaîné comme ça. J'ai fait partie d'une équipe, donc j'ai bénéficié d'une émulation avec... Il y avait déjà Topor et Rezer à l'époque. Mais de toute façon, le dessin politique s'est imposé tout de suite à vous. Il n'y a pas eu d'hésitation? Non, parce que c'était dans la foulée de l'Algérie, j'avais des choses à dire, j'avais des choses sur le cœur, c'est vrai. On n'a pas beaucoup vu des causes aboutir. Oui. J'en ai vu une, c'est les tribunaux militaires qui ont été abolis. Dans certains pays, on ne peut pas représenter les gens du pouvoir. Par exemple, dans tout le Moyen-Orient, il n'y a pas une culture de la caricature. Et en Iran, vous ne pouvez pas représenter le président iranien. Et Cabu d'ajouter qu'en France, depuis qu'il dessine, notamment ici pour Charlie Hebdo, le champ de la libre expression ne s'est pas rétréci, à une exception près. Le poids des religions, des intégrismes de toutes les religions, ça n'existait pas trop il y a 20 ans, et ça c'est nouveau évidemment. Ils nous font des procès, ils nous font des menaces parfois, et ça on ne peut pas l'accepter. Vous, Cabu, vous avez reçu des menaces? Oui. Quand, au moment du procès des caricatures danoises, vous savez, qu'on a publié, j'étais protégé par la police. Ça vous fait rire, mais c'est pas Ça drôle. fait rire, oui. Mais j'étais tombé... Ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 semaines seulement. Mais actuellement, je peux vous dire que Rhys, Charb et Luz sont toujours protégés par 2 policiers chacun. Donc ils sont toujours menacés? Il y a toujours des menaces de mort. Pour un dessin, vous vous rendez compte? Émanant de qui? C'est pas signé, non, c'est pas signé, mais on sait d'où ça vient quand même. Est-ce qu'on peut rire avec l'inceste? Est-ce qu'on peut rire avec la mort, la maladie? Oui, pour désamorcer, pour ne pas dramatiser et montrer le grotesque de toutes les situations, même la mort. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire des dessins